Bonjour, c'est une enfant du pays. Elle est agrégée d'histoire. Elle a été journaliste. Elle est chercheuse. Historienne donc, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de la Tunisie, de la condition des femmes chez nous, dans le monde arabe. Elle est écrivain, plutôt écrivaine. Féminisation des noms de métiers oblige. Je ne vais pas citer l'ensemble de son œuvre, mais seulement les 2 derniers titres. Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, paru aux éditions Talendier, Paris 2019, et Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire, édité par Elisade en 2017 à Tunis. Vous l'avez reconnu? Suivez-moi. Madame Bessis, merci de recevoir la presse chez vous. Merci à vous d'être venu jusqu'à chez moi. C'est un plaisir. Donc on commence par la première question. Avez-vous suivi la plénière du vendredi 10 janvier? Bien sûr, avec la plus grande attention, vous pensez bien. D'accord. Donc nous aimerions connaître votre analyse d'abord sur la teneur du débat parlementaire, les interventions des élus, et par la suite sur l'issue du scrutin, donc le résultat du vote qui est négatif. Moi, je pense qu'il s'est agi d'un moment important, dans la mesure où, vous savez très bien que depuis les élections, il y a un parti qui avait 20% des voix à peu près, et à peine un petit quart des députés à l'Assemblée des représentants du peuple, avait pratiquement monopolisé l'ensemble du champ politique et l'ensemble du champ de la direction politique. Et là, dans une procédure tout à fait démocratique, de façon parfaitement démocratique, le gouvernement proposé par le parti Ennahda n'a pas reçu la confiance de l'Assemblée. Et donc, c'est la première fois, si mes souvenirs sont bons, que dans une élection nationale, dans un pays arabe où un parti islamiste présente un gouvernement à la confiance de l'Assemblée, et bien l'Assemblée des représentants du peuple refuse cette confiance. Et ça s'est fait de façon parfaitement en suivant des procédures tout à fait propres. Donc ça, c'est une chose, à mon sens, très positive. Et c'est une leçon pour un parti, me semble-t-il, qui n'avait pas à vouloir monopoliser l'ensemble du champ politique et l'ensemble des postes de décision. Depuis 2011-2012. Bien entendu. Et la démocratie est faite de procédures. Et depuis la mort de Béji Caïd Sebsi jusqu'à aujourd'hui, eh bien les procédures fonctionnent, plus ou moins, en Tunisie. Même s'il y a des choses qui manquent, comme malheureusement la Cour constitutionnelle, vous le savez très bien, mais les procédures fonctionnent. Donc, bon, vous avez parlé du monde arabe, et il me souvient, il me remonte maintenant un souvenir, mais dans le monde musulman, donc cette fois-ci en Turquie, oui. L'AKP et le parti d'Erdogan, on lui a soutiré, après 25 ans de règne, la mairie d'Istanbul. Oui, alors c'est un petit peu différent, je pense, de la situation. Par un parti, excusez-moi, kémaliste, le GHP, ou en tout cas... Oui, en tout cas, qui a une sensibilité kémaliste, en tout cas qui se situe du côté de la laïcité, oui. Et non pas de la réislamisation du pays. Absolument. Sur le mode frère musulman tel que le veut l'actuel chef de l'État turc. D'abord, il y a une différence fondamentale, c'est que malgré le fait que l'enjeu d'Istanbul était un enjeu crucial pour Erdogan, il s'est agi d'une élection municipale. Erdogan n'a jamais perdu une élection au niveau national. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais qu'effectivement, lui-même avait dit d'ailleurs qui perd Istanbul perd la Turquie, et il a perdu Istanbul, c'est important. C'est le début, je pense, d'une période descendante, qui prendra du temps certainement, mais d'une période descendante pour Erdogan. Mais ce n'est pas une élection nationale. Donc il y a une différence de dimension. Une différence de dimension, quelle que soit l'importance, parce qu'il ne faut pas oublier que Erdogan a perdu, l'AKP a perdu Ankara aussi, pas seulement Istanbul. Oui. Donc a perdu un certain nombre de villes importantes. Et disons qu'après avoir conquis tous les échelons du pouvoir depuis 2002, eh bien le parti AKP et son chef commencent peut-être leur descente. Nous allons parler de la Tunisie, donc revenons à notre pays, et il me semble qu'à l'instar de plusieurs pays dans le monde arabe, et particulièrement la Tunisie, c'est étonnant, nous n'avons pas échappé à la dialectique entre
classe politique progressiste et qui se revendique des valeurs démocratiques, mais qui en même temps traîne une mauvaise réputation de corruption, d'infractions financières et fiscales. Et de l'autre côté, le camp conservateur, islamo-conservateur ou même identitaire, donc c'est la même famille culturelle, politique, et qui est perçu comme étant plus propre. Donc le citoyen lambda qui se sent démocratique ne se sent pas politiquement représenté, ou il est mal représenté. Que pensez-vous de cette dialectique? Alors, que le citoyen lambda en Tunisie se sente mal représenté, cela m'apparaît être une évidence, et il n'y a qu'à voir les taux d'abstention aux élections pour voir qu'une partie des citoyens ne sont pas partie prenante du jeu politique. Mais je relativiserai par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, ce que vous appelez le camp progressiste. Ce camp est très hétérogène, et j'y verrai d'un côté des partis de type centriste, et de l'autre côté, une gauche plus évidemment progressiste, mais qui est dans une phase de déclin aujourd'hui en Tunisie très importante. Alors ces partis centristes, qu'on va appeler centristes pour la facilité de l'expression, viennent en grande partie de la tradition historienne, c'était le cas du parti Nidetoun et disons, de la tradition historienne et de ses marches. En Tunisie, il a toujours existé une corruption tout à fait importante. Elle a changé de proportion aujourd'hui, enfin elle n'est pas nouvelle. Et effectivement, vous avez dans ces partis centristes, eh bien, des arrangements, disons, avec l'honnêteté, qui sont tout à fait, je ne citerai personne, enfin, peu recommandables, et il ne faut pas oublier que la révolution de décembre 2010, janvier 2011 est aussi une révolution contre la corruption. Absolument. Bon, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et donc effectivement, il y a de l'argent sale qui circule à tous les niveaux de la Tunisie. Ce qui décrédibilise incontestablement cette fraction de la classe politique. En face, le camp conservateur. En face, le camp perçu conservateur. plus propre, à tort ou à raison. Alors, aujourd'hui à tort, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'en 2011, quand les islamistes sont sortis de la clandestinité et que la plupart d'entre eux étaient soit en exil, soit en prison, ils sont sortis de la clandestinité, ils n'avaient jamais eu aucune expérience du pouvoir, et les élections de 2011, effectivement, le parti El-Nahda a gagné ces élections sur une réputation d'intégrité, de propreté. Voilà, vous savez très bien qu'on entendait chez les gens bon. Absolument. Et donc, et d'ailleurs à l'époque, Nahda avait gagné les élections, avait une majorité relative, mais une bonne majorité beaucoup plus importante que sa majorité croupion d'aujourd'hui. Depuis, il faut bien dire que Nahda a appris très vite le jeu. Et qu'aujourd'hui, je pense que le parti Nahda a perdu cette réputation d'intégrité. Et c'est une des raisons pour lesquelles Kais Saïed a été élu également. Oui. Donc Nahda a totalement perdu, à mon sens, sa réputation d'intégrité. Et il y a des exemples que vous connaissez aussi bien que moi, de corruption d'un certain nombre de dirigeants de Nahda. Il y a l'étalage de richesse de toute façon. Et l'étalage de richesse parle pour eux. Oui. Parle pour eux. Et donc cette volonté d'avoir des dirigeants qui ne sont pas corrompus est une des raisons de la victoire de Kais Saïed également, oui, qui a une réputation d'intégrité. Mais je crois que le parti islamo-conservateur dont vous parlez a perdu cette réputation incontestablement. Et que donc, effectivement, de plus en plus, les Tunisiens et les Tunisiennes sont déçus par l'ensemble de leur classe politique et pas seulement par... Quelle que soit son orientation... Quelle que soit son orientation idéologique. Oui. Voilà. Vous suivez l'actualité tunisienne de très près, vous passez la moitié de votre temps en Tunisie. Avez-vous constaté une droitisation de l'opinion publique? Incontestablement. Comment cela se manifeste d'après vous? D'abord, je crois que cette droitisation de l'opinion publique, elle est due à un héritage. Oui. Elle est due à un héritage, et là, c'est une laïque qui vous parle. Aucun régime en Tunisie, pas même celui de Bourguiba, qui fut un grand réformateur, qui a sécularisé la Tunisie mais qui ne l'a pas laïcisée. Et donc, l'islam a toujours été dans ce pays, comme dans le reste du monde arabe, d'ailleurs de ce côté-là, la Tunisie ne souffre d'aucune exception
a été une instance suprême de légitimation pour le politique. Maintenant, la révolution tunisienne a été une révolution qui n'a été ni religieuse, ni anti-religieuse, elle a été a-religieuse. Moi je dis, Dieu ne faisait pas partie des manifestants du 14 janvier. Non. Mais ni même des leaders, ni même des idées. Ni même les islamistes étaient absents de l'épisode révolutionnaire, du moment révolutionnaire. Il n'y avait pas d'islamistes pendant ce moment révolutionnaire. Mais 6 mois plus tard, ils gagnèrent les élections, comme vous le savez. Et qu'on le veuille ou non, les islamistes sont présents à la direction du pays depuis 2011 sous différentes formes mais sans discontinuité. Et donc, cela avait déjà commencé à l'époque de Ben Ali, qui en fait, Ben Ali a mis les islamistes en prison, les a torturés, comme on sait, les a réprimés avec beaucoup de brutalité et de férocité, mais a contribué à réintroduire de plus en plus de religieux dans la vie politique et dans l'imaginaire tunisien. Et presque 10 ans depuis 2011 où les islamistes ont été à la direction. C'est pour monopoliser la chose religieuse que Ben Ali a fait ça? Il y a eu incontestablement, vous savez que les islamistes quand même ont une idéologie où le religieux est au centre, et qu'on le veuille ou non, eh bien le religieux, dans sa version la moins libérale, si je puis dire, a le vent en poupe en Tunisie. Et il est incontestable que quand on regarde la composition de la classe politique de l'Assemblée, eh bien une parole religieuse conservatrice, parce qu'il y a, comme vous le savez, la Tunisie a une école de lecture libérale et progressiste des textes sacrés, mais ça ne se voit pas à l'Assemblée, non, pas du tout. Et donc je pense que aujourd'hui, il y a une espèce de retour du refoulé tunisien, qui est aussi en grande partie, pas exclusivement bien sûr, parce que ce serait malhonnête de dire la Tunisie est entièrement conservatrice, mais enfin il y a une majorité mais ce courant, il a eu le génie, j'allais dire politique, de s'associer au courant révolutionnaire et de revendiquer avec ses valeurs religieuses, même conservatrices, qu'il a le monopole de l'idéal révolutionnaire. Oui, vous savez, l'idéal révolutionnaire, tout le monde peut se l'approprier. Bon, dans la mesure où, mais en quoi le conservatisme tunisien, représenté par les partis politiques que vous savez, correspond ou respecte l'idéal révolutionnaire. L'idéal révolutionnaire, justice. La justice n'est pas au rendez-vous. En Tunisie, il y a eu un accroissement des inégalités, un accroissement de la pauvreté, tout le monde le sait très bien, et une difficulté à vivre de plus en plus importante pour les couches les plus pauvres de la population de ce pays. Dignité. Quand on voit parfois certaines querelles politiques, elles ne sont pas dignes d'un pays qui a fait une révolution. Et quand on voit les propos de certains hommes politiques dans l'enceinte de l'Assemblée des représentants du peuple, moi je pense que c'est une honte pour la Tunisie. Oui. Bon. Donc, quant à la liberté, eh bien, vous savez très bien qu'une prescription religieuse de type conservateur est hostile à la liberté, est hostile aux libertés individuelles. Et donc, sur le plan social, parce que ça a été un moment très important de la révolution, une revendication très importante, vous savez très bien, et bon, ça se voit dans le monde musulman tout entier, les partis islamistes sont des partis ultra-libéraux sur le plan économique. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi cette sensibilité-là est porteuse d'un idéal révolutionnaire. C'est très clair. Donc nous allons revenir à l'histoire contemporaine de la Tunisie que vous avez étudiée, vous avez publié un ouvrage biographique sur Bourguiba. Pensez-vous que le grand Zerhim ait commis des erreurs qui ont influé le cours de l'histoire? Je vous ai parlé tout à l'heure de n'avoir pas préparé sa succession alors qu'il était en possession de toutes ses facultés. Par la suite, sa santé a commencé à péricliter. Il était entouré des prédateurs, des clans qui sont déchirés le pouvoir. Et c'était déjà trop tard donc pour préparer la relève. C'est, il me semble, une erreur décisive. Bourguiba a fait la même erreur que tous les hommes charismatiques et tous les dictateurs, parce que Bourguiba a été un grand réformateur, mais enfin, c'est pas un démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a fait la même erreur, c'est-à-dire de ne pas, je ne dirais pas choisir d'héritier.
rendre possible une succession politiquement paisible. Ça, c'est effectivement une chose, et donc, dans la mesure où il a voulu monopoliser jusqu'à la fin la totalité du pouvoir, et qu'il n'était plus en mesure d'assumer ce pouvoir, dans la mesure où, comme vous le dites, sa santé déclinait, eh bien, vous avez eu un spectacle tout à fait indigne pour la Tunisie les dernières années de Bourguiba. Mais la faute vient d'avant, à mon sens. C'est que Bourguiba, durant ces années de pouvoir, et même avant d'ailleurs, au sein du Parti nationaliste, avait la possibilité de faciliter un processus démocratique. Et il l'a toujours bloqué. C'est-à-dire que Bourguiba était un admirateur des démocraties occidentales. C'était d'une certaine façon culturellement un homme de la Troisième République française, à beaucoup d'égards. Mais il disait une chose qui est totalement fausse en politique: les Tunisiens ne sont pas prêts pour la démocratie. On n'est jamais prêt pour la démocratie. On l'apprend en la pratiquant. On pourrait dire aujourd'hui que la Tunisie n'est pas prête pour la démocratie, mais elle apprend. C'est-à-dire que les Tunisiens, les Tunisiennes aujourd'hui apprennent, tombent, se relèvent, retombent, et ça va durer encore un certain nombre d'années. Et Bourguiba ne l'a jamais compris. Il a eu l'occasion, en 1970-71, il y a eu au sein du PSD, puisque ça s'appelait le PSD, c'est-à-dire de son propre parti, une fronde démocratique, avec le style, après l'épisode Ben Salah. Et Bourguiba n'a eu de cesse de la casser. En 1981, il y a eu une légère ouverture politique en Tunisie, un peu une sorte de sans-fleur tunisienne. Les élections de 1981 qui ont fait apparaître un désir de démocratie parmi les Tunisiens, puisque les partis d'opposition avaient eu à l'époque beaucoup de voix, le résultat des élections a été honteusement truqué. Et moi, je suis convaincu même que si Bourguiba avait laissé s'épanouir ses possibilités de démocratie, nous n'aurions pas eu 23 ans de Ben Ali. Parce que Ben Ali est aussi un héritier de l'autoritarisme bourguibien. Alors, pensez-vous que la Tunisie est toujours une exception dans le monde arabe? Je n'aime pas beaucoup le terme d'exception et je ne l'emploie pas dans mon livre. Parce que l'exception se définit par rapport à une norme. De quelle norme parlons-nous? Où y a-t-il une norme pour savoir si la Tunisie est exceptionnelle? Singulier par rapport à son environnement régional, c'est-à-dire... Singulier dans le sens différent? Dans le sens où il y a des différences. Et des différences anciennes. Des différences qui s'incrustent dans l'histoire de ce pays. Et on pourrait en citer plusieurs, je n'en citerai que quelques-unes, c'est-à-dire que la Tunisie est un pays très ouvert sur l'extérieur, c'est un pays de côte, c'est un pays méditerranéen, même si les constituants de 2011 n'ont pas voulu inscrire la dimension méditerranéenne de la Tunisie dans la Constitution, ce qui est une erreur, une imbécilité totale. Mais donc c'est un pays profondément méditerranéen, c'est un pays très urbanisé depuis très longtemps, donc il y a des élites urbaines depuis longtemps, tout cela a créé une personnalité, disons, singulière. Mais... Acharcé à Tunisé. Acharcé à Tunisé, certainement il y a Acharcé à Tunisé. Oui, oui. Certainement. Pour autant, la Tunisie n'est pas singulière en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire qu'elle a des lieux de singularité. On pourrait citer la situation des femmes, même si vous savez très bien qu'elle n'est pas idéale. Mais je prends cet exemple, il est très intéressant. Oui. Il est évident que le code du statut personnel rompt avec la majorité arabe. Même s'il y a eu des pays qui ont libéralisé la condition des femmes, comme l'Irak de 1959, par exemple, le code de la famille irakien. Mais enfin, il y a très peu de pays. Je parle des pays arabes, je ne parle pas des pays musulmans. Oui. Bon, donc, il y a incontestablement une singularité tunisienne en matière de conditions féminines. Et aujourd'hui, elle est interrogée. C'est-à-dire que, bien entendu, les lois continuent. Personne ne peut oser remettre en question le CSP en Tunisie, c'est un acquis. C'est impossible. C'est impossible. C'est un acquis. Les femmes sont là et elles sont vigilantes. Oui. Bon, et puis c'est presque un acquis. Je ne sais plus quelle personnalité avait dit la vraie constitution de la Tunisie, c'est le CSP. Oui. Bon. Mais en même temps, vous avez des reculs. Vous avez des reculs, et des reculs extrêmement importants. Sur le plan social, sur le plan social et sur le plan de la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, l'indice de fécondité en Tunisie a augmenté, le taux de natalité a augmenté, les filles se marient plus jeunes qu'il y a 10 ans. Donc il y a des régressions incontestables et ça se voit dans les chiffres. Le planning familial n'existe plus.
Alors que la Tunisie, elle était un pays à la pointe du planning familial. Il n'y a plus de planning familial. L'ensemble du corps, une partie importante du corps médical et du corps paramédical, quand une jeune fille ou une jeune femme veut aller faire un IVG, la Duchia dans les enfants. Ça n'existait pas, ça, en Tunisie. Donc nous avons des reculs extrêmement importants, et heureusement que nous avons une société civile et une société civile féminine extrêmement vigilante, parce qu'il y a des partisans de la régression en Tunisie. Donc certes, il y a une singularité tunisienne, mais elle est mise en défi aujourd'hui, cette singularité tunisienne. Elle est mise en défi à la société civile, essentiellement, parce que de ce côté-là, les partis ne font pas leur boulot, à mon sens. Ce sera la dernière question. Êtes-vous inquiète par rapport à l'avenir de la Tunisie? Êtes-vous inquiète en ce moment? À plus long terme, je ne suis pas inquiète parce qu'il y a, nous parlons de la société civile. Il y a des ressources partout où vous allez. Qui peuvent être optimisées. Vous allez, vous dites, mais il y a des gens formidables. Mais voilà, là je viens de... Et conscient. Une petite tournée dans le sud du pays. Je rencontre des gens et j'essaye de rencontrer aussi des jeunes. Je ne fais pas... Je ne fais pas de jeunisme, hein, mais enfin quand même, les jeunes sont l'avenir du pays, c'est pas ma génération qui est l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et on rencontre partout des associations qui font un travail formidable, qui d'ailleurs pallient les carences de l'État, à beaucoup d'égards, pallient les carences de l'État. Une imagination extraordinaire, une vie culturelle extrêmement riche. Avec peu de moyens, avec très peu de moyens et avec très peu d'aide. Eh bien là, évidemment, ce bouillonnement culturel, ce bouillonnement associatif, cette prise en compte de problèmes comme la question environnementale que l'État ne prend absolument pas en compte et qui est reliée par des associations qui font un boulot formidable, tout ça, heureusement, me permet de ne pas être uniquement inquiète pour ce pays. Nous allons finir sur ça, Madame Sophie Bessis. Merci pour votre disponibilité et pour cet entretien vraiment très très intéressant. Merci à vous. Nous en sommes ravis. Merci à vous.